Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan et achat lecture du mois d'août 2025. Un mois où finalement j'aurais déjà accompli quelques objectifs, on en parlera un petit peu même si je pense qu'il y en a un que vous avez pu voir sur une des précédentes vidéos et où j'ai lu quand même pas mal. J'avoue, je m'attendais pas forcément à lire autant. Ça m'a permis de rattraper un peu ma palle et de finir aussi quelques petits objectifs et lire des trucs aussi que j'avais en attente depuis un moment. Je suis plutôt content. J'ai aussi fait quelques achats, je vous avoue, on en parlera, mais ouais, ça piquait un peu quelques trucs, notamment au niveau des nouveautés où je suis à 4,5, 5 à peu près, c'est un peu particulier, mais on verra ça après. Mais déjà au niveau des nouveautés, on va commencer avec Blackjack de Osamu Tezuka, le tome 1 qui est disponible chez Naban. J'avais envie de découvrir, j'avoue, j'ai déjà lu Give My Regard to Blackjack qui se base un peu sur cette œuvre d'Osamu Tezuka. C'est un peu particulier. On va suivre, putain, je tombe sur une page, on tombe déjà sur un truc à poil. On va suivre Blackjack, qui est un peu le personnage qu'on voit là-dedans, qui est un médecin un peu illégal. Alors, il a de très bonnes compétences en médecine, mais la médecine qu'il fait, il le pratique un peu de manière illégale pour pas vraiment dans un hôpital. Et même les autres collègues médecins le considèrent pas vraiment comme un médecin, vu qu'il pratique surtout un peu dans l'ombre au niveau de la pègre. Et en gros, il demande des grandes sommes d'argent, il arrive à faire un peu des choses extraordinaires pour peu importe les demandes, il arrive à faire des choses extraordinaires grâce à la médecine. Parce qu'on a un chapitre où il transforme quelqu'un en femme oiseau, il arrive à sauver des gens de la mort alors que beaucoup pensent que c'est impossible. Il arrive à sauver un enfant aussi, l'un des derniers chapitres par exemple de ce tome. Il arrive à sauver un enfant qui est sur le point de mourir, je ne suis pas forcément trop en dévoiler, mais c'est vraiment un truc intéressant. Et c'est des petites histoires qui se suivent pas forcément trop, donc c'est-à-dire on perd vite fait le fil, mais c'est assez particulier, surtout que le personnage, on l'apprend à le connaître petit à petit. Même l'auteur, je crois, le dit un petit peu à certaines pages au début. C'est un personnage un peu particulier que vraiment t'apprends à connaître au fil des aventures, t'apprends à voir un peu ce qu'il a traversé, ce qui l'anime aussi un petit peu pour faire ce métier, et pourquoi est-ce qu'il travaille dans l'ombre, pourquoi est-ce qu'il a peut-être besoin de cet argent. On n'a pas encore toutes les réponses dans ce premier tome, mais c'était vraiment très intéressant avec des histoires que j'ai bien aimées, notamment celle avec où il arrive à transformer quelqu'un en oiseau, qui m'a fait penser un peu aussi à Demain les oiseaux d'Osamu Tezuka, qui était pareil, c'était alors ce que je retrouve un peu la page qui présente ça, mais c'était assez sympa, j'aime bien le petit clin d'œil. Alors je n'ai pas forcément regardé au niveau des dates lequel était écrit en premier, mais ouais, c'est plutôt cool. En plus, c'est une édition un peu chère, j'avoue, je crois qu'elle coûte vers les 30 balles quasiment, donc ça fait un peu son prix. Mais en vrai, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Et surtout, j'ai vu, je crois que ça sera terminé en 17 tomes, donc ça peut être une aventure sympa, je pense, pour ceux qui aimeraient découvrir plus l'aspect médecin ou un autre aspect d'Osamu Tezuka. Bon, par contre, un petit truc un peu, il y avait déjà une édition qui était sortie de Blackjack. Là, on est sur une nouvelle et Isan, je crois, avait dit un peu au début du tome qu'ils avaient essayé de négocier un peu avec les Japonais pour sortir quelques chapitres qui n'étaient pas sortis en France à l'époque. Malheureusement, il y a quelques chapitres qui sont encore, ils sont restés à la frontière japonaise et qu'ils n'ont pas réussi à récupérer, notamment d'autres où on apprend même qu'en fait, il y a des chapitres que même Osamu Tezuka a complètement cachés et a jamais publié non plus dans des recueils qui sont disponibles. J'avoue que c'est assez intriguant, en vrai. Tu te dis, mais merde, attends, qu'est-ce qu'il a fait comme dinguerie? Ça se trouve, il a sorti des trucs totalement illégaux ou des choses qu'il n'a pas forcément assumées. Donc, j'avoue que ça m'intrigue un petit peu, mais je pense pas qu'on a la réponse. Et je sais pas si c'est des trucs qui sont peut-être disponibles légalement ou pas légalement sur Internet, pour vraiment voir un peu quelles sont ces histoires si particulières et que Tezuka essaie de cacher. L'autre titre qui est aussi un peu d'un auteur un peu connu cette fois, c'est du studio Clamp de Tokyo, c'est Tokyo Babylon tome 1. En vrai, au début, je voulais pas forcément trop le prendre. Après, je me dis c'était terminé en 8 tomes. Je l'ai acheté dans une librairie avec le tome de XXXolic et il y avait un paquet de cartes offertes, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va essayer de tenter. En vrai, j'ai moyennement aimé. On est un peu sur, comme dit le titre, Tokyo. Un Tokyo vite fait futuriste un petit peu, où chacun a des ambitions et on suit des... Je sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça exactement, comment est-ce qu'ils s'appellent dans le titre. Mais en gros, des personnes qui vont essayer de battre un peu les mâles qui naviguent un petit peu au travers de la ville de Tokyo. Un peu comme le dit le titre, Tokyo Babylone. Donc, on a l'impression que la ville de Tokyo et même le monde essayent de se rapprocher un peu de Babylone. Donc, la cité qui essaie toujours d'aller de plus en plus haut, mais qui va finir par s'effondrer. Donc, on a des justiciers qui vont essayer de combattre un petit peu ça et peut-être empêcher le monde de se détruire. Je sais pas, c'est un peu particulier, j'ai pas forcément trop compris ni trop apprécié ce tome, j'ai l'impression que c'est un peu comme XXXolic. Les studios de Clamp, ils font des titres assez particuliers qui méritent soit des relectures ou soit d'être lus dans leur intégralité pour vraiment bien les apprécier. Donc, affaire à suivre, je dirais peut-être quand même un peu la suite, même si c'est pas non plus un gros coup de cœur. Pour la suite, l'autre titre que j'ai découvert, c'est Sound of Vinyl
Disponible. Pour moi, il y a 2 tomes déjà qui sont sortis. J'ai lu les 2 premiers. Il y a un 3e qui sort, je crois. Et au Japon, pareil, pour moi, on est arrêté à 3 tomes, mais c'est encore une série en cours. C'est des gros bébés. Alors, mais si on regarde, par exemple, avec un tome un peu au pif, je prends l'air des cristaux, je spoil un peu, mais ouais, c'est des tomes un peu plus gros et beaucoup plus épais. C'est particulier. En vrai, je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de lire et qui n'ont pas forcément trop apprécié. Moi, j'ai bien apprécié déjà un peu la couverture et le fait que ce soit des grands formats. J'avais envie de découvrir un petit peu tout ça. Et même niveau dessin, on est dans un truc un peu particulier. Limite, on a des fois des trucs photoréalistes comme là avec l'avion et je sais pas, un trait qui fait très très crayonné. Je trouve que j'ai bien apprécié. Mais ouais, je sais que beaucoup n'ont pas forcément trop aimé parce qu'en vrai, ça parle un peu de l'ère vinyle, des vinyles, un peu de l'histoire et tout ça et des anecdotes qu'il pourrait y avoir, sans forcément, plus des titres connus aussi, ça parle de titres connus, mais sans forcément qu'on puisse écouter les musiques ou comprendre ou même connaître aussi un peu ces titres, donc on peut perdre un peu l'aspect historique là-dessus. En vrai, j'ai surtout pris ça un peu comme une sorte de tranche de vie, parce qu'on a suivi plusieurs histoires avec plusieurs personnages. Donc par exemple un peu à l'arrière, on voit un peu quelques personnages et quelques situations qui se passent. Et ouais, on va suivre un peu les époques. Il n'y a pas vraiment de lien entre tout ça, mais c'est des personnes qui aiment un peu les vinyles. Par exemple, la première personne qu'on voit et qu'on voit c'est sur la couverture, c'est quelqu'un qui va aller chez une dame parce que sa grand-mère est morte ou son grand-père, je sais pas, enfin ses grands-parents sont morts et elle va racheter la collection de vinyles. Mais un vinyle, ils ont pas trop la pochette, donc ils vont essayer de chercher un peu des informations. Pourquoi est-ce que ce vinyle a été perdu? Pourquoi est-ce qu'il a pas de pochette? Et essayer de comprendre un peu tout ça. Un peu plus tard, on a aussi par exemple une histoire avec qu'on voit un peu là au-dessus, avec une personne qui est sur un bateau illégal et qui diffuse de la musique dans des pays où la musique est un peu contrôlée, tout ça, durant des périodes de guerre. Donc, ça reste assez intéressant. Après, oui, c'est sûr que, je pense, sans la musique, le fait, si on n'a pas forcément d'attrait pour la musique ou pour les vinyles, ça perd peut-être un peu d'intérêt. J'ai pas plus d'attrait que ça en vrai pour les vinyles, mais pour la musique, c'est assez intéressant parce qu'on voit un peu, même un peu les personnes, ce qu'elles apprécient dans la musique, pourquoi est-ce qu'elles écoutent des vinyles, les moments aussi que ça les réconforte, effectivement. Je vous ai parlé par exemple là, il y avait des pays un peu où la musique était interdite, donc on apprend peut-être pourquoi est-ce qu'ils ont envie de diffuser ça et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui essaient de braver un peu l'interdit pour quand même essayer de les écouter, ou même d'autres comme la vendeuse de vinyle ici, qui pourquoi est-ce qu'elle fait ce métier, pourquoi est-ce qu'elle aime les vinyles, est-ce que ça rapporte pour elle. Je trouve que c'était quand même plutôt intéressant, et même les graphismes, j'en ai montré un petit peu quelques-uns, il y a une petite touche un peu sympathique, je trouve, que j'apprécie. Donc c'est un grand oui, même si je crois que pareil, c'est des tomes, ouais, 14 €, je vois à l'arrière, ça reste un petit budget. Donc ça sera pas forcément une série trop longue, mais oui, pourquoi pas, ça reste une série que je suis quand même content de découvrir. L'autre série que j'ai lue, qui est un petit peu le 4,5 pour dire, c'est Alter Ego tome 2. Alors, pour vite fait, pourquoi est-ce que je parle de ça, c'est 4,5, parce qu'en vrai, il y a le tome 1 qui était déjà sorti depuis un moment, qui à la base était un one-shot, et plus tard, l'autrice a décidé de faire un tome 2. J'ai décidé de le lire et de relire aussi le tome 1 par la même occasion, parce que je n'avais plus forcément trop de souvenirs de la série. En vrai, j'avoue, même pour en avoir discuté avec quelques personnes, j'ai beaucoup moins aimé le tome 2. On retrouve un peu nos héroïnes quelques années plus tard. Oui, je ne pas forcément dit, mais c'est un Yuri entre deux personnes qui se sont rencontrées après que l'une de leurs meilleures amies s'est mise avec un mec. Elles étaient un peu découragées. Je ne sais pas forcément trop quoi faire vu qu'elles avaient des sentiments pour cette amie, mais finalement elles se sont mises ensemble. Et dans ce tome 2, on va suivre un peu leur vie un petit peu après, comment ça se passe leur quotidien maintenant que les deux personnages qui se sont rencontrés sont en couple. Les péripéties un peu qu'elles vont faire. Il y aura une petite histoire aussi avec un mec qui va s'immiscer dans cette histoire, qui a un lien un peu particulier avec les personnages. On va essayer de découvrir un peu tout ça. Ça m'a vite fait surpris, mais j'avoue que le fait que... Alors déjà, les dessins, c'est beau, je trouve ça, on voit un peu l'amélioration de la série, mais le fait déjà qu'il y ait un garçon qui arrive, à l'arrivée dans la ville, il rencontre par hasard, il devient ami par hasard avec le mec qui est un garçon qui est le copain de la fille qui connaît les deux autres filles, que par hasard, à un moment, ils vont se rencontrer un soir, par hasard, pour une affaire de téléphone volé, alors que la meuf faisait juste son sport, que par hasard, ils vont se retrouver quelques semaines après de nouveau en disant « Ah bah tiens, en fait, on se connaissait déjà » et tout ça. Donc, un peu trop de coïncidences, et pareil, un peu l'ami qu'on voit aussi un peu là derrière. Je trouve que son caractère au tome 2 n'a vraiment rien à voir par rapport au tome 1. Tome 1, c'était une fille un peu pas réservée, mais qui laissait un peu les choses couler, qui appréciait ses amis, mais de manière amicale. Là, on a l'impression qu'elle est un peu en love interest. Enfin, pas en love interest, mais en mode, oh, elles se mettent ensemble. Limite, c'est un peu la copine qui dit, OK, on va quand même essayer de les pousser. J'ai vraiment envie, j'adorerais voir un peu l'évolution de leur relation. Et je vous avoue que c'est quand même amené de manière assez bizarre. Alors, peut-être que l'autrice, effectivement, avait écrit le personnage comme ça dans le tome 1. Elle a peut-être préparé un caractère pour ce personnage qu'elle a développé plus dans le tome 2. Mais je trouve le fait que ce soit amené comme ça de manière si brutale et que dans le tome 1, il n'y a rien qui te prépare vraiment à le fait que le personnage soit comme ça m'a un peu gêné. Après, bon, je disais aussi ça, mais à la base, le tome 1 était vendu comme un one-shot, et même
c'était le manga quand il est sorti dans son pays d'origine, en Espagne. C'était un one-shot, et quelques années plus tard, alors je sais pas si on a les dates peut-être derrière, je peux peut-être regarder, voir quand est-ce que c'est censé être sorti. 2021, mais je crois que c'est l'édition française, ça. Je sais pas si on voit peut-être le truc quelque part. Dépôt légal. Ouais, j'ai plus la date, mais en gros, ouais, c'est vraiment sorti quelques années plus tard. Même si c'est 2021, lui, il est sorti cette année ou l'année dernière en Espagne. Donc, 2024, ça fait quand même quelques années. T'as l'impression qu'il y a vraiment un truc surtout de remplissage pour ça. Donc, c'est un peu le truc que j'ai moins aimé, je trouve. On va passer aux suites, parce que l'autre série, j'ai vite fait un peu montré après, mais ça fait partie de mes objectifs. Au niveau des suites, j'ai lu les tomes 5 à 10 de Gashakuta. Je vous avoue qu'à la base, je m'étais dit, bon, on va découvrir un peu le début et le reste, je regarderai en animé. Finalement, j'ai quand même envie de continuer un peu le manga. J'avoue que il y avait un élément à la fin du tome 4 qui m'avait un peu hype pour voir un peu la suite avec le personnage d'Amo qu'on voit jusqu'ici, qui aurait une grande importance quand même dans une partie du récit. Donc j'avais un peu envie de voir ça. Et j'avoue, tomes 5 et 6 sont bien. Le reste, 7, 8, 9, 10, on tombe sur un arc extrêmement bien, même s'il prend un peu son temps, je trouve. Les affrontements, on a vraiment des affrontements contre des groupes de méchants qui aura de grandes conséquences. Et on va avoir de nouveaux personnages aussi un peu dans le groupe avec de nouveaux pouvoirs, dont un que j'adore. Est-ce que je peux vous montrer peut-être une partie un design du personnage là que j'aime bien avec son pouvoir. Mais ouais, vraiment, on a des trucs très intéressants. Même les planches sont encore très très belles. On a aussi un truc, j'ai pas forcément envie de trop spoil parce qu'effectivement, je pense que l'animé, si vu le nombre d'épisodes et vu comment ça avance, ça risque peut-être de s'arrêter par là. Mais on a une petite, on a un peu sur la frontière. On a une petite vision de la frontière et de ce que ça cache vraiment. Et ouais, ça rajoute un peu plus de mystère à la série. Je vous avoue que ça m'a bien donné envie. J'ai d'ailleurs même acheté déjà encore les tomes 11 et 12. Alors, je crois qu'il y a 13 qui est sorti déjà, qui va pas tarder à sortir. Donc, faudra jouer peut-être pour le prendre. Mais ouais, clairement, Gashakuta, c'est un grand oui. L'histoire évolue bien. Les personnages sont aussi très intéressants. On a un bon système de pouvoir qui a l'air d'évoluer. Surtout d'ailleurs, dans cet arc, on a un autre personnage qui a l'air de faire évoluer son pouvoir à un autre stade. Et je me dis, il y a peut-être moyen qu'en fait, il y ait les héros, parce que là certains ont des pouvoirs un peu basiques, genre un peu transformer son bâton en bâton encore un peu plus grand, mais ça manque un peu de puissance de feu, je trouve. Donc je me dis, il y a moyen peut-être qu'à la suite les pouvoirs évoluent et genre que vraiment, ils arrivent à en faire vraiment des armes mortelles ou des armes encore plus puissantes avec un pouvoir peut-être caché. Et j'ai vraiment hâte de voir un peu ce que nous réservera la suite de Gashakuta. Vite fait un peu en vrac après, on a l'Atelier des Sorciers, tome 14, que j'ai bien aimé. Alors je pense que le fait d'avoir fait une lecture un peu avant et d'avoir fait une vidéo pour présenter aussi un peu ce qui s'était passé m'a permis de me rappeler quelques événements, notamment le fait que le Ver-Pinsent c'était un humain aussi un peu à la base. Et là on va voir un peu l'évolution de tout ça avec Coco qui essaie de faire une stratégie pour se dire ok là maintenant les personnes sont à l'abri mais il faut qu'on arrive à régler le problème du Ver-Pinceau. Ils arrivent à faire un truc, mais on a une petite discorde aussi entre plusieurs personnages, entre deux factions qui vont se dire bon, finalement, je montre quelques dessins en même temps, même si ça va pas forcément grand à voir avec ce que je dis. On a une faction ennemie qui dit, une faction qui dit ouais, on utilise de la magie qui est pas forcément réglementée, ça se met de la magie interdite, donc c'est quelque chose qui doit être puni malgré que ça peut quand même sauver des vies parce que ça peut engendrer des malheurs un peu par la suite. Et Coco essaie d'affronter ça. Franchement, c'est très bien. Le collector est très cool. La vidéo est déjà sortie. Je vous invite à voir si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai bien aimé. On a le tome 2 d'Ergir qui est bien. On a enfin un bon affrontement avec deux personnages qui se battent au Ergir. Je me rappelais vite fait de quelques passages dans l'animé, mais c'était quand même toujours un peu cool de redécouvrir ça. On a l'un des personnages, alors j'avoue que je l'avais complètement oublié, qui a un peu on va appeler ça un stand de requin. Je pense que certains verront, mais je vais pas forcément trop spoiler ici, mais ouais, un personnage très intéressant qui a l'air d'avoir une double personnalité. Et la fin nous tease aussi un peu des trucs avec le fait qu'il n'y ait pas forcément que des riders dans ce monde qui serait peut-être menaçant. Il y a peut-être d'autres personnages que des riders qui essaient de maintenir un peu la paix ou la loi là-dedans. Donc, hâte de redécouvrir la suite et même de découvrir encore des passages inédits que j'ai pas vu en animé. On a Hellsing tome 2, la suite d'Hellsing qui commence un peu à dévoiler le vrai méchant avec le Vatican qui se rend compte que finalement, Vatican et la fondation Hellsing, qu'il y a peut-être des choses un peu plus longues, un peu plus grandes quand même qui se mettent en place. Il y a peut-être un truc que j'ai un peu moins apprécié, et je crois que quelqu'un avait dit, j'ai vu quelques personnes en parler aussi un petit peu, c'est l'un des méchants a un fort accent allemand, et je vous avoue qu'à la lecture, c'est compliqué. Vraiment, c'est vraiment l'accent un peu, le Z, ils essaient de zozoter, ya, je suis maison, vraiment un accent un peu comme ça. Ça passe, je comprends le délire, mais c'est vraiment le seul personnage comme ça le personnage qui a un accent comme ça. C'est un peu cliché, j'ai envie de dire. C'est moyen. Voilà, on va dire c'est moyen. C'est pas forcément le truc que j'apprécie. Et pareil, alors ça, je pense que c'est pas. Je sais pas si c'est
dans l'édition perfecte de base au Japon ou quoi, mais on a... J'ai de voir si je retrouve pas, parce que c'est à quelques pages, donc c'est pas trop gênant non plus, mais des fois, vraiment en bas de page, bon, j'ai pas retrouvé, mais des fois en bas de page, on a vraiment genre ici des petits commentaires de l'auteur qui dit ouais, cherche assistant. Alors je peux comprendre, même si c'était des trucs qui étaient à l'origine, en vrai, mais c'est quelque chose qui a pas forcément à voir, je trouve, dans l'édition perfecte, surtout que bon, l'édition est terminée, le manga est terminé au Japon, il n'y a pas de raison qu'on ait encore ce genre de commentaires en disant ouais, l'auteur il cherche des trucs et mettre un peu le voir commander comme ça, j'avoue que c'est des trucs qui me gênent un petit peu dans ce genre d'édition. Qu'on est en plus perfect, moi je m'attends vraiment à un truc de qualité où vraiment on a juste tu dirais que vraiment vous pouvez bien suivre l'histoire et pas être sorti de l'histoire comme ça. Et pareil, un truc un peu gênant, c'est au milieu du tome, les tomes vraiment sont séparés au lieu de ce qu'on peut avoir par exemple sur les autres perfects. Qu'est-ce qu'on a par exemple encore Slam Dunk aussi, où vraiment le découpage est vraiment clean, on n'a pas vraiment de cassure entre les deux. Là, tu vois qu'en fait la moitié du tome c'est le tome 3 normal et le reste c'est tome 4. Parce que pareil, milieu du tome, on a, j'essaie encore de trouver la page, mais je crois qu'ils sont assez difficiles à trouver vu que le tome est gros. On a un petit, ouais, non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Des petits commentaires de l'auteur qui revient un peu sur la sortie, qui dit oui, c'était le tome 3, ça fait un an qu'il y a des infos qui sont passées, j'espère que vous allez bien, patati patata. J'aurais bien aimé de l'avoir un peu en fin de tome quand même, pour tout lire à la fin et pas forcément couper la lecture aussi en plein milieu. Mais bon, Hellsing, terminé en 5 tomes pour ceux que ça intéresse, mais ouais. On commence à rentrer dans le dur, les affrontements dans le prochain tome qui vont bien débuter. Je me demande s'ils m'ont même pas rajouté des trucs, parce que j'avoue qu'il y a des personnages, notamment avec les jeux de cartes, je me rappelle plus du tout qu'il existait, je sais pas s'il était skippé de l'adaptation animée ou si c'est moi qui me rappelle plus forcément trop. Mais Hellsing, une bonne valeur sûre, malgré l'édition où j'ai quelques réticences quand même un peu dessus. Bon allez, le reste pareil, on va essayer de faire un peu rapidement pour pas perdre trop de temps. Un Journey Beyond Event, c'est cool. On va découvrir un peu plus le passé de Robin et un personnage qui a l'air d'avoir un impact aussi un peu dans le futur. On a aussi l'ancienne directrice du coup qui est dans son corps d'enfant, qui essaye de reprendre un peu le contrôle de. Alors je vais vous montrer une page qui spoil encore. Qui essaie de reprendre un peu le contrôle de sa fondation avec les différents trucs du paradis. On voit un peu le plan se mettre en place. C'est sympa en vrai, j'ai bien aimé. Iruma à l'école des démons, tome 29, un tome incroyable pour ceux qui ont lu cet arc. Je pense que clairement on est sur l'un des meilleurs arcs d'Iruma à l'école des démons, voire l'un des grands arcs clairement d'une série comme ça. Les professeurs qui sont de nouveaux professeurs qui se sont mis un peu en bras de combat pour essayer d'affronter les élèves, qui arrivent à en éliminer quelques-uns, certains qui vont avoir des stratégies pour quand même essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. C'était très intéressant. Vraiment la déclaration de guerre entre tous les camarades, ceux qui essaient de lutter, ceux qui se disent non mais on fait comme on peut, mais ils n'ont pas forcément trop la force pour. La fin qui nous tease, je vous avoue un truc, je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ce que ça vienne aussitôt, mais une petite transformation avec l'un des personnages et quelque chose qui tease beaucoup pour la suite. Je veux pas trop en dévoiler pour ceux qui ont peut-être pas encore lu ou qui regardent peut-être que l'animé, parce que l'animé je crois est assez loin. Mais ouais, clairement, un très gros tome et un tome qui hype beaucoup pour la suite. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réservera la suite d'Iruma à l'école des démons. Ensuite, en Sasakamichi tome 9, on commence enfin la vraie course. On a aussi un peu l'état des sprinters qui se mettent en place pour essayer de rafler et montrer, mettre tout de suite un bon point un peu à l'étrier sur le départ de cette course. C'est sympa, Sakamichi est vite fait un peu en retrait, il est quand même un peu en stress, mais c'est cool de voir un peu tous les adversaires et les personnages aussi se mettre un peu en bas de combat pour la course qui démarre. On a aussi l'arrivée d'un personnage que j'avais déjà vu passer vite fait, j'avais vu des petites images, des petites vidéos à l'époque de la version animée. Le mec qui est un peu ici, qui a l'air totalement taré, j'avoue, c'est cool. Le fait qu'il n'y ait pas forcément qu'une école non plus adverse, qu'il y en ait d'autres qui ont l'air aussi d'avoir des petits atouts et tout ça. Peut-être le petit bémol, c'est il y a une petite partie à un moment shonen où vraiment les personnages arrivent à rattraper le peloton d'avant sans forcément utiliser des techniques très conventionnelles qui peuvent marcher, mais c'est vrai que même les personnages disent « Eh mais attends, ils sont en train de faire ça, mais ça devrait pas marcher normalement, ils pédalent pas normalement, comment est-ce que ça se fait qu'ils arrivent à nous rattraper ?» Alors qu'on est censé être quand même un peu la crème de la crème, ceux qui participent là, donc un peu en dessous de ça, mais sinon c'est cool. Et autre point, alors c'est vrai que maintenant on est plus dans l'aspect plus shonen, mais l'auteur arrive encore à donner des petits conseils, notamment en fin de tome, où voilà, il dit un peu les positions sur le vélo, le fait que si jamais vous achetez un vélo de compétition, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, il faut peut-être en tester un petit peu avant si c'est quelqu'un que vous avez, parce que sinon vous aurez peut-être mal un peu aux côtes ou mal au dos, parce que vous n'aurez pas la bonne position pour ça, donc c'est toujours cool d'avoir des conseils de vélo là-dessus, pour ceux que ça intéresse. Mushoku Tensei, tome 22, Rudeus qui allait partir sauver sa mère et sauver Roxy qui était planqué qui est resté
paumé dans un donjon. C'est bien, on a des petits affrontements, c'est cool de voir aussi un peu Rudeus essayer de se dire ok, je suis dans un donjon, je vois que mes parents, il y a mon père aussi qui est là, le premier étage, il a l'air de gérer un peu, il déconne un peu, puis tout d'un coup, étage 2 et 3, il commence à devenir de plus en plus sérieux en disant ok là, fini de rigoler, on est quand même dans un donjon, on a intérêt à faire gaffe, les ennemis vont pas forcément nous faire des cadeaux non plus, donc c'est cool de voir ça, de voir un peu plus, un aspect un peu plus sérieux là-dessus, même si ça reste toujours un peu dédramatisé par Roxy ou d'autres personnages des fois qui ont des petites réactions un peu loufoques aussi, mais ouais, ça reste un bon tome pour Mushoku Tensei et je suis toujours content de suivre ça, même si le rythme est un petit peu lent quand même. Bon, à voir. Peut-être un jour on aura le light novel en France, ça serait bien. Mon ami des ténèbres, tome 17. Alors pareil, j'ai un peu du mal avec les personnages, j'avoue que le rythme de sortie est pas forcément très très top, du coup il y a certains personnages des fois que j'oublie ou un peu certaines situations. Ça reste quand même encore une série un peu bon enfant avec les personnages qui du coup sont partis en voyage scolaire. Nishimura qui avait dévoilé un peu dans le train qu'elle était amoureuse comment elle s'appelle, de Takada. Elle essaye un peu de se dire ok, est-ce que vraiment j'ai vraiment des sentiments pour lui et de se dire bon, c'est peut-être vraiment le cas. Et elle essaie de les assumer un petit peu là-dessus et de l'avoir aussi peut-être un peu pour lui. C'est cool, on a un peu d'approfondissement sur d'autres personnages, les relations. Peut-être, petit bémol, après c'est peut-être aussi parce que la série est en train d'évoluer, on est au 17e tome, c'est là où vraiment les premiers tomes c'était tout bon enfant, c'était vraiment des petites blagues quasiment de maternelle. Là je trouve on est des trucs un peu plus collégiens, fin de collège peut-être, parce qu'on a vraiment des personnages, tu vois qu'ils ont des sentiments, et même sur la fin enfin les filles et les garçons sont dans une chambre pour essayer de discuter un peu de trucs. Alors bon, ça reste encore enfantin, t'as pas des trucs, des culottes ou des choses comme ça que t'as dans des titres un peu plus adolescents. Mais quand même, tu vois qu'il y a des garçons qui pensent un peu à des choses, qui ont des sentiments amoureux pour des filles et tout ça, qui essaient de le cacher un peu ou qui sont timides ou gênés. Ça peut peut-être, effectivement, pour ceux qui lisaient ça pour leur enfant, qui était assez jeune, peut-être pas forcément très convenir ou ne pas forcément apprécier. Après, comme j'ai dit, on est tome 17. Je pense que la série a évolué et essaye d'évoluer un peu avec ses lecteurs. Donc, c'est pas forcément plus mal non plus. Et en vrai, après, moi j'ai l'âge, donc ça me gêne pas forcément trop, mais je préfère quand même prévenir si jamais il y en a qui achètent et qui ont des enfants assez jeunes. Ça peut peut-être gêner ou se dire, OK, la série est en train d'évoluer. Est-ce que j'ai envie de montrer des choses comme ça à mon enfant ou pas encore? Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Par la suite, dernier gros loot de série un peu en vrac, Goddess Cafetera, c'est cool. On a un peu le passé d'un personnage et du grand-père d'Ayato. Avec un truc, j'avoue, je m'attendais pas forcément trop. C'est pas le genre de truc, enfin, c'est pas forcément le genre de truc que tu vois chez Kujiseo. Je dis ça, il a quand même fait une dinguerie dans Fuka aussi, alors que je m'y attendais pas. Mais ouais, c'est cool de voir un peu l'évolution des personnages et comprendre un peu plus le passé maintenant qu'on connaît un peu toutes les grands-mères et tous les personnages qui avaient travaillé à l'époque dans le café. Ça reste marrant. To You Eternity, tome 23. On a appris que la série était terminée d'ailleurs en 25 tomes, donc on se rapproche de la fin. La couverture est un peu particulière par rapport à d'habitude et en vrai, elle fait grand sens aussi quand tu lis ce tome. On est en partie un peu dans le passé d'un des personnages, je vais pas trop en dévoiler, mais ouais, on voit un peu le passé, le fait qu'il y ait des choses qui ont été mises en place aussi avec l'une des... Comment elle s'appelle de nouveau? L'un des personnages très importants de la série, c'est qui même apparaît sur la couverture. Bon, je dis ça, mais il y a pas mal de personnages, donc au moins ça ne vous dévoile pas forcément trop qui c'est pour ceux qui lisent pas. Mais vraiment, c'était très cool. Un bon aspect aussi sur l'humanité, parce que clairement, là, on est dans un moment dans un moment sur la série. On est en mode, ok, les humains, c'est bien. Maintenant, ils essaient de vivre éternel, vivre un peu comme ils veulent. S'ils veulent des dragons, ils sont des dragons. S'ils veulent avoir encore musclés, ils ont encore musclés. S'ils veulent ne rien faire la journée, ils ne font rien de la journée. Et même ne pas vieillir. Et là, tu as justement des personnages qui essaient un peu de se questionner ça, qui disent, ouais, est-ce que vraiment j'ai envie de vivre comme ça? Est-ce que je pourrais pas essayer de vivre un peu de manière normale? Et autre truc, c'est on peut se dire ok, ils vivent, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas forcément de regrets. On a l'un des personnages un personnage qu'on rencontre qui va mourir. Voilà un peu ça, mais c'est un passage assez important, je trouve quand même. Pas important, dans la symbolique que ça raconte, et je retrouve plus la page, mais qui va mourir et qui vraiment, tu te dis ok, genre elle a eu une belle vie et tout ça, mais non en fait, elle a un regret qui s'était passé par rapport à un événement, une personne qu'elle aimait. Et en vrai, je trouve que c'est un sentiment super humain. Il y a un truc que t'as pas forcément l'habitude de voir. Tu te dis, ok, d'habitude, quand tu t'éteins, quand t'es sur ton lit de mort, t'es en mode, oui, alors voilà, il y a peut-être ça que j'ai pas pu faire, mais je vous aime tous, vous aimez bien, hein, j'ai eu une meilleure vie et tout ça. Mais là, c'est totalement l'inverse. C'est vraiment le personnage. Oh non, mais en fait, vous faites chier, là. Moi, j'aimais bien cette personne. Maintenant, j'apprends ça. Je dis, vous faites chier, vraiment. La mort, je vais pas dire nulle, mais vraiment la mort où t'as des regrets. Et même les personnes qui sont à côté se disent, mais attends,
Je voulais vraiment qu'elle meure tranquillement, mais finalement non, il y a eu cet élément perturbateur et j'avoue que c'est assez intriguant et bien fait de la part de l'autrice. Partenaire 2.0 tome 9, beaucoup de sexe, des solutions, des trucs un peu cocasses, ils partent un peu au sport, ils essayent les personnages essaient de renouer un peu des liens. Un point que j'ai bien apprécié un peu au début, c'est on a un peu les personnages qui sont en train de faire un peu le point après une mission, en train de faire un bon repas. Et vraiment, je pense pendant 2-3 chapitres, je crois quasiment une bonne partie du tome, pas grosse non plus, mais voilà, une bonne, peut-être un quart du tome ou un cinquième du tome, tu les vois juste discuter de sujets de tout et de rien, une conversation totalement normale. Ils passent d'un sujet, au début ils parlent boulot, puis ensuite ils parlent de sport, puis ensuite ils parlent encore de bouffe, puis ils parlent de ce qu'ils m'ont commandé, ils parlent de ce qu'ils font de la journée. Vraiment un truc totalement fluide qui se lit super bien. C'est rare que je lise des trucs comme ça, vraiment de manière totalement fluide, une conversation totalement normale, qui n'est absolument pas poussée, qui pourrait même être réelle. Vraiment chapeau, j'ai envie de dire, à la série. On a Kaiju Girl, caramélisé, tome 7, enfin sorti après quoi 8 mois 10 mois peut-être qu'il était teasé et qu'il devait sortir. C'est cool de retrouver un peu les personnages. Un truc assez particulier, on était vraiment sur un shoujo, là t'es plus, je vais dire sur un seinen, mais on se sépare de l'aspect petite fille avec notre dragon dont j'ai complètement oublié le nom, Kuroe, voilà, qui arrive un peu qui est sur une île déserte et qui essaie d'apprendre un peu plus sur ses origines et sur les dragons qui existent, comment ça se fait qu'il y ait des dragons qui existent encore à cette époque et tout ça. C'est bien, ça dévoile un peu plus le lore. On a Made in Abyss tome 13, pareil, un rythme assez lent, et le pire c'est que c'est chiant parce qu'en vrai tu les lis, mais ça passe super vite en fait quand tu les lis, les tomes de Made in Abyss. Dans ce tome, on a quelques petits trucs, des flashbacks du passé d'un autre personnage, et après tu vois les personnages de Zero et Heroine qui ont rejoint aussi un petit groupe, et elles se disent bon ok, on se prépare, on va essayer de descendre un peu sur les dernières strates. Elles sont fois attaquées par un ennemi, et tu vois un peu le combat contre l'ennemi, comment est-ce que ça se passe, comment ils arrivent à se débrouiller, et comment est-ce qu'ils font face aux dangers de ce niveau qui sont encore plus impressionnants par rapport à avant et qui ne laissent pas place à l'erreur. Mais du coup, ça se termine trop rapidement parce que le tome est super fin. Tu te dis merde, j'aurais bien voulu en voir un peu plus. Alors c'était intéressant, c'était cool à lire, mais t'as quand même envie d'en avoir un peu plus, d'avoir des tomes un peu plus gros, d'avoir plus de matière. Parce que là maintenant, on se dit bon, allez, c'est parti, le tome est fini, on est obligé d'attendre encore 6 mois, 8 mois avant d'avoir la suite. Donc on reste un peu sur notre fin, mais ouais. Made in Abyss, une bonne série toujours à lire, très intrigante, je trouve, dans son univers. Ensuite, on va partir sur la partie des objectifs. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu sur une précédente vidéo, mais j'ai lu les 13 premiers tomes de l'ère des cristaux que je vais poser, parce que pareil, c'est toujours un petit peu lourd. Voilà, donc à peu près de quoi ça parle. J'en ai eu fait parler dans ma vidéo, mais en gros, les cristaux, on se retrouve pas mal de milliers d'années après la fin de l'humanité sur une Terre où il reste plus que des êtres humains comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des êtres humains, mais c'est des êtres faits de cristaux. Et notre héroïne Phosphophilide, c'est l'un des cristaux les plus fragiles, mais qui n'a pas forcément de but non plus dans la vie. Les cristaux se font attaquer par ce qu'ils appellent des séléniens, c'est des êtres venus un peu de la Lune qui les attaquent pour essayer de les casser et récupérer leurs cristaux pour en faire des parures. J'ai hâte de voir si j'ai pas une page à la rigueur qui les montre un peu bien ici. Ouais, à la rigueur, vite fait là, un peu on montre quand ils essaient de les casser. Et ça a l'air d'être des êtres un peu immortels qui disparaissent mais qui reviennent quand même régulièrement, qui essaient d'affronter les cristaux. Et c'est un peu l'histoire de ça, de ce qui se passe à la fin de l'humanité, essayer de trouver peut-être un sens à sa vie, un sens aussi à la vie des autres, parce qu'il y a un autre cristal qui a pas forcément, enfin, qui a un but, mais qui a pas l'air d'un but qui lui convient. Donc Phosphophilide va essayer de trouver un but là-dessus. C'est particulier pour ceux qui ont ma vidéo, mais clairement, le début de la série a rien à voir avec ce qui se passe au milieu de la série, et encore moins avec ce qui se passe à la fin. C'est un truc où vraiment ça fait réfléchir. Je pense que j'ai rarement lu un titre comme ça, qui te pose autant la question, qui te met des trucs de manière philosophique et qui te fait réfléchir sur pas mal de sujets. C'est aussi un aspect pas mal bouddhiste un petit peu, avec notamment le maître un peu des cristaux, qui s'appelle Vajra, qui est un peu le seul qui ressemble un peu plus à un humain ici sur l'image. C'est très particulier. Qu'est-ce que j'en pense peut-être pour ceux qui avaient lu mon autre vidéo, mais parce que j'en pense maintenant après le recul, c'est très intéressant. Je pense que c'est quand même une série que je relirai. Le dernier tome m'a quand même mis mal à l'aise à propos de certains trucs que je suis pas forcément trop fan. Parce que moi, il y a certaines personnes qui ont des fois des phobies sur certains trucs ou des choses qui les mettent mal à l'aise. Moi, il y a certaines formes de corps, à peu près on va dire ça comme ça, sans trop spoil, mais certaines formes à forme humaine qui me mettent un peu mal à l'aise. Et j'avoue que le dernier tome, vu que ça se concentre vraiment que sur ça, je n'étais pas forcément très d'attaque non plus en lui lisant. Mais bon, ça reste, je trouve, une très bonne série. Je peux comprendre aussi pour ceux qui l'aiment pas forcément. J'ai déjà vu des gens aussi en parler en disant
comprennent rien, le scénario n'a pas forcément trop de sens. Il y a certains trucs effectivement où tu te poses un peu la question des fois, où l'évolution d'un personnage, sans dire son nom, mais Princesse, voilà, j'ai pas forcément apprécié son évolution, mais ça reste comme une série, je pense, qui est intéressante à découvrir, ou au moins voir son animé aussi, qui ne retrace pas tout, mais qui est aussi une belle porte d'entrée un peu à l'univers pour essayer de comprendre un peu la magie des cristaux et ce que peuvent ressentir et ce qui peut se passer peut-être même à la fin de l'humanité, parce qu'on a pas mal d'ellipses aussi un peu temporelles dans cette série. Ouais, clairement, c'est un truc que je ne regrette pas et qui faisait partie de mes objectifs de l'année. Donc ça, c'est cool, c'est un objectif de plus de réaliser. Et en parlant d'objectifs de l'année, j'en ai complété vite fait un autre avec les tomes 11 à 20 de Hikaru no Go. Je vais les poser parce qu'ils sont très très lourds. Alors pour le moment, je les ai achetés, mais je les ai pas encore lus, vu qu'il me manque toujours le tome 4. J'ai regardé en plus sur Amazon, je crois qu'on est vers les 100 balles, il n'est pas encore imprimé, donc je vais attendre un peu. Je me dis, j'ai quand même envie de découvrir la série, j'espère qu'il sera réimprimé, je pense qu'il sera imprimé le 1 et les autres qui étaient en rupture ont aussi été réimprimés, donc en attendant, je verrai, je pense que je vais quand même essayer de commencer la série pour voir comme si ça me plaît, parce que ça serait con que finalement, je lise le premier tome et je me dis non, finalement j'aime pas, c'est pas un truc pour moi et je dois le revendre, donc je vais quand même essayer de découvrir. Si vraiment ça me plaît, je pense que le tome 4, je lirai d'une manière un peu détournée, voilà, mais je relirai quand même la suite et je l'achèterai de toute façon si en neuf, si jamais ça me plaît, quand il sera à nouveau disponible. Mais ouais, ça fait mal. Je vous avoue que ça fait quand même un peu mal quand je suis passé à la caisse et il me dit, le libraire qui me dit ouais, ça va faire tant. Je fais je pensais pas autant. Effectivement, il coûte assez cher, je crois. Pourquoi il coûte pas 15 €, un truc comme ça, les tomes d'Hikaru no Go. Après, c'est édition perfecte, c'est édition un peu dure, cartonnée, donc même s'ils sont pas forcément très épais, ouais, je pense que ça pique. Plus le reste que j'ai acheté, j'avoue que ça pique aussi un petit peu. Le mois a été assez difficile là-dessus. Bon, et sinon pour le reste de ce que je vais essayer de lire durant le mois prochain, en vrai, j'ai plus grand chose que ça. Il y a Hikaru no Go, du coup, qui va peut-être me prendre un peu de temps. J'en ai parlé avant, mais j'ai la suite d'Hikaru no Go, de Gachakuta avec le tome 10, le tome 11 et 12, je vais y arriver. Plus peut-être le tome 13 qui sortira. J'ai Classroom of the Elite, volume 4. Je crois que je l'avais déjà présenté la dernière fois, j'ai pas encore le temps de le lire, faut que je le lise. Et encore un autre truc qui traîne depuis, mais il est sorti quand? Je crois en juillet, je crois, ou même en juin. Le tome du Roi Lion de Osamu Tezuka, toujours emballé, putain, faut vraiment que je le lise, mais bon, maintenant vu que, comme dit, j'arrive sur la fin, que j'ai quand même pas mal, quelques lectures aussi encore et d'autres achats à faire le mois prochain, mais je pense que ça peut aller assez facilement, je vais pouvoir enchaîner un petit peu avec tout ça pour vous essayer de vous en parler dans le prochain bilan. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle a l'air plus courte que d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et se abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à me dire aussi ce que vous avez lu ou si on a des lectures en commun un peu dans tout ça. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.